Bienvenue sur La Nouvelle Richesse, la chaîne qui redéfinit la richesse bien au-delà des chiffres. Nous sommes Loïc et Myriam, vidéastes et photographes, et nous partons à la rencontre de celles et ceux qui réinventent notre manière d'habiter la Terre. Aujourd'hui, Renaud nous accueille dans sa ferme co-créée avec Corinne et leurs filles, Elaya et Salomé. Le secret de leur ferme, un ingénieux système de baissière qui capte l'eau de ruissellement pour prévenir l'érosion des sols et renforcer la résilience face aux sécheresses. Jonglant entre son champ de courge et son écran d'ordinateur, Renaud est passé d'une vie citadine à une vie de néo-rural entrepreneur. Il se dit slasher et heureux de l'être. Après avoir découvert comment Renaud incarne cette nouvelle richesse, nous allons maintenant chercher à comprendre pourquoi dans la suite de cet épisode. Monsieur Courge, quoi. Ouais, tu vas avoir une super réputation. Maintenant, on va plus t'appeler Monsieur Patate, mais ça va être Monsieur Courge. Après Monsieur O. Tu vas avoir tous les surnoms. Ouais. Okay. Merci beaucoup Renaud pour cette super visite, très inspirante. Et on voudrait savoir pourquoi, selon toi, notre besoin de redéfinir la notion de richesse. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est que nous, c'est ce qu'on a fait. Pour vous raconter la petite histoire, on a vécu pendant 10 ans sur la côte basque. Je vais faire des caricatures un peu en mode bobo, c'est-à-dire vélo électrique, surf et travail, quoi. Et puis Corinne, elle nous a questionné là-dessus, en disant on a des filles qui avaient 6-8 ans, faut partir. Donc, c'est la fameuse phrase quand on aime, il faut partir. Donc où le confort est la ruine de l'âme, c'est la même chose, quoi. Donc on est parti de ce confort-là en voyage, en sac à dos, en Asie du Sud-Est. Pendant, c'était prévu 10 mois, on a fait 7 mois parce qu'il y a eu le Covid. Et en fait, dans ce périple-là, on est parti dans des fermes faire du woofing. C'était pas complètement ce qu'on avait imaginé, mais on partait vraiment avec une feuille blanche, quoi. Voilà. Et en fait, ces rencontres de fermes et ces rencontres de style de vie dans les fermes, où on était nous des woofers, mais il y avait des permanents, il y avait des gens qui étaient en train de changer de vie, ça nous a énormément plu. Et de là, quand on est rentré, on a dit ok, on sort de notre vie, on vend notre maison, qu'on avait rénovée pendant 10 ans, qui était déjà un beau travail, et on a dit on bascule dans cette vie à la campagne. Et donc c'est cette recherche de richesse, hein, tout simplement. La richesse n'était pas dans le confort d'une vie de bourgeois bohème, hein, malheureusement c'était ça, hein, mais la richesse qu'on recherchait était ailleurs dans cette vie, peut-être de néo-paysans ou de néo-ruraux. Et je pense qu'on l'a quand même pas mal trouvé. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves ici que tu n'avais pas avant, par exemple ? Alors, il y a beaucoup moins de nuisances, évidemment. C'est-à-dire que le niveau sonore est génial. Le même niveau sonore la journée et la nuit. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas le voisin qui passe à tondeuse au moment où tu veux faire ta sieste tranquille dehors ou profiter des oiseaux ou je sais pas quoi. Il y a le fait qu'on est sur des grands volumes. C'est-à-dire que pour le prix d'un petit appartement en ville ou en bord de plage, en l'occurrence, on a une grande ferme. Voilà, où on peut accueillir du monde. Voilà. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'en ville, on a tendance à, et notamment avec tous ces supports numériques, on va se couper des autres. Il y a des enquêtes du moment nous racontent la pénibilité qu'il y a en ville à être isolé. Donc nous, on pourrait penser qu'on est isolé en campagne. Mais en fait, on n'est pas du tout isolé. Parce que comme l'espace est vide, on le remplit avec des gens qu'on aime. Donc il y a tout le temps du monde. La ferme, elle est pleine tout le temps. Il y a tout le temps des gens, des copains, de famille, des woofers. Voilà. Donc on a rempli l'espace, mais avec des personnes avec qui on s'entend. Donc c'est un petit peu ça qui est vraiment un facteur de bonheur, quoi. Tu veux dire que quand tu étais en ville, tu te sentais isolé ? Bien sûr, en ville, on se sent isolé. Parce qu'on se sent isolé parce qu'on est un peu tout seul. On a du mal à trouver des personnes qui ont un peu les mêmes aspirations. On a du mal à trouver des personnes qui soient de différentes couleurs. La ville est faite de la monocouleur. On a tous un peu le même rythme, on a tous les mêmes codes, on regarde tous les mêmes médias. Donc tout ça, ça fait des personnes qui sont en train de s'uniformiser. En campagne, les gens, ils sont haut en couleur, haut en réflexion. Voilà, chacun a la sienne. Donc ça,
on est parce qu'on n'a pas le même rythme, on est beaucoup plus coloré quelque part si les couleurs sont les personnalités, quoi. Donc une des choses aussi qui t'enrichit, c'est la différence. Bah, bien sûr, c'est la diversité, la biodiversité, c'est ça le sujet. Il faut des gens différents et c'est dans cette différence-là qu'on va pouvoir interagir et s'enrichir. Voilà. Alors après, nous, on a l'impression d'avoir fait un peu 10 ans de tourisme au Pays Basque. Là, on va faire ici, on visite une histoire. Il y a les gens qu'on rencontre, il y a les néo-ruraux comme nous qui arrivent, donc ça fait quand même des gens avec qui on a quand même énormément de choses à partager, ne serait-ce qu'une vision, un regard profond sur l'écologie. C'est pas je trie mes déchets ou je mange du bio, c'est vraiment je fabrique du vivant. C'est pas le même engagement, quoi. Donc c'est toute cette reconnexion à la terre. Et aussi, dans l'histoire de ces campagnes-là, il y a l'histoire tout court. Voilà, donc là, on est dans une terre qui a 1000 ans d'histoire. On n'est pas en France, on est en Navarre, donc, pays de France et de Navarre. Donc là, il y a 1000 ans à comprendre de gens qui ont fabriqué une culture, qui ont fabriqué un combat, qui ont fabriqué du bâti, qui ont fabriqué une géopolitique aussi. Et c'est Gaston Phébus, c'est tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est super parce que c'est très proche quelque part de nos idées de comment on fait pour mieux gérer l'espace, dans un respect de l'eau, de la biodiversité. Là, il y a plein de choses sur lesquelles on peut prendre de l'inspiration. Voilà. Je donne un rapide exemple avec Gaston Phébus que j'aimais. Donc moi j'ai redécouvert cette histoire-là que je connaissais un petit peu, mais là j'ai pris du temps pour vraiment m'enrichir de ça. Et c'était tout simplement l'impôt juste. Alors, on en peut en parler là des 60 milliards en ce moment. On paye beaucoup d'impôts de partout. Est-ce qu'on le retrouve dans les services publics en ce moment? Il y a un sentiment qui est compliqué. Est-ce que de l'argent on a les services, mais non, les services publics ils chutent. Voilà. Bon, Gaston Phébus, il avait des règles assez chouettes où, en gros, il a fait son territoire. Quand les gens passaient, il leur disait je te fais pas la guerre si tu passes chez moi, mais il faut payer. Voilà. Donc, quand les Français passaient, les Espagnols ou les Anglais, il y avait toujours un territoire qui pouvait être neutre ou combatif, et c'était neutre si on paye, donc ça veut dire que c'était un territoire qui était riche. Pour qu'il soit riche, ce territoire-là, il fallait qu'il soit capable de lever une armée. Pour lever une armée, il fallait qu'il soit en lien fort avec son peuple, et notamment les paysans. L'armée, c'était les paysans. Et donc pour que les paysans soient OK avec leur roi, prêts à le soutenir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait un impôt juste. Vous voyez la différence avec notre époque? Le peuple n'est pas prêt à soutenir le roi en ce moment. Par contre, là, ici, il le faisait. Pourquoi? Parce que l'impôt juste, c'était chaque foyer c'est le foyer du feu, je prélève l'impôt. Les gens qui venaient percevoir l'impôt, s'il y avait de la corruption, s'il y avait de la triche, on leur coupait la tête en place publique. Et à partir du moment où l'impôt était juste, et qu'il n'y avait pas d'enrichissement, d'intermédiaires, il n'y avait pas de gens de plus riches ou de plus pauvres qui trichaient. Donc si c'était équitable, le peuple était prêt à soutenir le roi à n'importe quel moment. Ce qui faisait la force du pays. Peuple heureux, équitable, juste. Il y a une armée qui nous passe, qui nous attaque, c'est parti, on défend notre roi et ses idées. Et du coup, c'était un pays qui a 1000 ans, c'est pas neutre, qui a su être équilibré. Quand aujourd'hui on est dans un système qui c'est compliqué, que ce soit les gilets jaunes ou le reste, ça nous touche à tous. La convention citoyenne, moi ça m'a fait du mal, j'avais énormément d'espoir dans tout le travail qu'a mis en place Cyril Dion et toute l'équipe là, et j'ai plein de copains qui ont participé. Tout ça pourquoi? Pour rien, pour qu'on accouche d'une souris. Donc là, ça, on n'y croit plus. C'est dur de voter aujourd'hui. On voit les dernières élections, c'est pas normal, quoi. On passe un temps fou à s'engager, à faire tout ça, à y croire pour avoir un résultat qui est pas honnête. Donc, partant de là, cet exemple d'histoire est important, quoi. Donc, il y a aussi une espèce de quête d'empouvoirment dans ce choix de mode de vie. Il y a une quête, en gros, comment on fait dans ce monde-là? Tu vois, si tu regardes, évidemment les infos, moi c'est mon boulot, si tu lis les articles scientifiques ou je sais pas quoi, c'est hallucinant. On est dans plein effondrement de tout. Le GIEC nous raconte des choses depuis 10 ou 20 ans qu'on n'écoute pas. Le rapport Mido, ça fait 40 ans qu'il nous dit qu'il y a un effondrement.
on fait rien, on fait pire qu'il y a 20 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'arrive pas à résoudre cette équation-là, on va vers le pire en permanence. Donc, on peut pas rester inactif, et nous, notre façon à nous de pas être inactif, en fait, c'est de dire, tout ça, c'est tellement lourd à l'extérieur. Nous, on s'est dit, c'est, attends, on a des gamins, on a des gens qu'on aime, on va créer une bulle. Pourquoi ça marcherait pas? C'est pas une bulle hermétique, c'est une bulle poreuse. C'est-à-dire, c'est une bulle qui est capable de recevoir des gens, d'interagir, mais on va remettre le cœur à petite échelle. Et ce cœur-là nous permet au quotidien d'être heureux. Voilà, au quotidien d'être avec les gens qu'on aime, de fabriquer des choses, de fabriquer, comme certains disent, un nouveau récit. En tout cas, là, c'est même plus un récit, c'est une vraie vie. Voilà. Et cette vie-là, si on la prend et on la démultiplie, elle marche. Voilà. On dit que 70% de l'agriculture dans le monde, qui nourrit le monde, elle est paysanne. Donc ce monde-là, il est très 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 beau. Voilà, donc on peut remettre cette échelle-là. Quand je vois, et j'ai encore vu des jeunes la semaine dernière qui sont à Paris, qui sont des personnes géniales, hein, évidemment, ils ont fait des super belles études, une sensibilité incroyable, mais qui sont dépressifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en pleine éco-anxiété. En fait, quand moi je leur raconte ce qu'on vit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut venir? Oui, c'est fait pour. Voilà. Donc en fait, on a cette fonction-là de trouver du bonheur et de partager l'équation. Voilà. Et du coup, ça atténue énormément cette douleur qu'on pourrait avoir de ce monde qui est extrêmement compliqué, où on a de l'inaction écologique à un niveau hallucinant, on a de l'enrichissement comme on n'a jamais eu. Les milliardaires d'aujourd'hui sont bien plus riches que n'importe quel pharaon, et donc voilà, il y a de l'injustice dans tout ça. Voilà. Et cette colère-là, autant l'exprimer en fabriquant du bonheur. Voilà. Moi, mon arme, c'est ça. C'est de reconstruire quelque chose où je me dis, ok, j'ai mes 70 ou 80 ans à passer, j'ai les gens que j'aime, mes amis, ma famille, tout ça, ok, pas de problème. J'ai mes idées, mais à côté de ça, je vis un quotidien où je suis heureux. Si je me morfonne tous les jours, je fabrique du cancer ou autre chose, et ça sert à rien. Voilà. Donc, ta force, c'est que tu arrives à transformer tes émotions d'anxiété, de colère, tes émotions négatives en... Alors, c'est à la fois ma force, mais c'est surtout, faut être modeste. Comment ça fonctionne la nature? Qu'est-ce que c'est qu'a pas compris l'écologie? C'est un peu la même chose. L'écologie, et j'en fais partie, on est donneur de leçons. Parce qu'en fait, on voit des urgences et on a envie que ça change. Donc on dit, attention, ça tu fais ça mal, le bilan, l'impact, tout ça. Mais ça marche pas comme ça dans la vraie vie. L'écologie, en fait, elle a raison sur le fond, elle a tort sur la forme. Parce qu'on ne donne pas envie. Le marketing, l'industrie, les neurosciences nous ont donné envie de choses qui, sur le fond, sont nulles. Mais ils ont su nous donner envie de surconsommer. On en parlait tout à l'heure, le plaisir. Comment ça fonctionne la nature? La nature, c'est... en marketing, il y a une notion qui est le nudge. C'est le coup de coude, coup de pouce. Donc, un nudge, c'est dans l'urbain, j'ai un double cendrier. Je vote pour les blancs ou les bleus. En fait, c'est action 1, je vote. Je prends mon mégot, je le mets dans le cendrier. Mais l'action voulue, l'action numéro 2, c'est je trie. Si j'ai envie de demander aux gens, s'il vous plaît, triez votre mégot, il y a 10% des gens qui le font. Là, quand ils jouent, il y en a 90 ou 100%. C'est arrivé de mettre des cendriers sur des endroits où il y avait des mégots par terre, les gens ramassent les mégots pour jouer. Donc trier. Dans la nature, ça, c'est un nudge. Pourquoi c'est un nudge? Parce qu'en fait, c'est beau, voilà, on a ma patate douce là, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire moi, animal? Je vais la manger. Mais je vais prendre ces graines et je vais les emmener un peu plus loin, 1 kilomètre plus loin ou je sais pas quand, et je vais les digérer. Il y aura une partie des graines qui sont à l'intérieur qui vont repartir avec ma petite part d'azote, on va appeler ça comme ça. Et là, je fais la fonction. Fonction 1, la nature me donne quelque chose qui me nourrit à moi et qui me nourrit aussi en beauté, parce que ça, c'est une notion qu'on redécouvre ici, c'est beau. Tout ce qu'on fabrique, là, fait moi, elle est contente, là. Paf, 7 kilos, très bien, quoi. C'est beau, tout ça.
Et cette beauté-là, on va aussi la manger, super. Mais en contrepartie, la deuxième action, c'est que moi, je prends ces graines et je vais les replanter. N'importe quel système vivant fonctionne toujours minimum avec 2 interactions. Je te donne quelque chose et tu vas m'en donner un deuxième en retour. La pollinisation, tout fonctionne comme ça. Et donc, ce changement de vie, il a changé quoi dans ta manière de percevoir le monde et le vivant? Alors déjà, on participe au vivant. Voilà. C'est-à-dire que moi, je m'émerveille, pas le week-end quand je me balade, je m'émerveille tous les jours quand je me balade dans mon jardin que je fabrique. Donc ça, c'est juste incroyable, s'émerveiller parce que même là, je vous raconte une histoire, mais en même temps, je me demande si c'est vraiment la mienne, quoi. Donc c'est ça qui est assez chouette. On est en rien de temps dans quelque chose qui fabrique ça, à manger, mais qui fabrique de la vie, quoi. Voilà. Quand on est chez soi et qu'on rencontre, je sais pas quel chevreuil, quel renard ou quel vipère ou couleuvre ou quel oiseau là, c'est quand même super ça. Et quand on sait qu'on participe à fabriquer leur habitat et leur nourriture, ça c'est magnifique. Voilà. Et donc c'est ça qui a changé, c'est qu'en fait je suis plus dans la théorie, je suis plus dans le loisir week-end qui va faire un tour en montagne, je suis dans un quotidien qui est je fais et je fabrique de la biodive et de la nourriture, et donc je fais une espèce d'équilibre harmonieux entre tout ça. Et donc ça c'est pas mal, quoi. C'est quoi les choses les plus importantes pour toi aujourd'hui? Bon, c'est évidemment l'amour. Il faut, voilà, on a 2 filles qui sont géniales, on leur doit de faire du mieux que l'on peut pour leur donner des belles choses. Voilà. Donc évidemment des bons produits à manger, mais ce goût aussi du travail, ce goût du non-écran, ce goût de faire avec les mains. Elles sont contentes, les gamines. Et on se dit, là, jusqu'à 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Elles sont ici, avec nous, elles interagissent à l'école, leurs copains, tout ça. Donc 2/3 de leur temps, c'est ici. Puis après, il y a eu le voyage et tout ça, mais il y en aura d'autres. Mais quand elles auront dépassé 15 ans, c'est le lycée, sans doute elles vont partir, comme on est en campagne, elles vont partir en pension. Là, ça sera 1/3 de leur temps, ça sera avec nous. Les 2 autres tiers, elles vont s'ouvrir au monde. Mais on aura mis les bonnes graines, les bonnes couleurs à l'intérieur. Donc elles savent travailler, elles savent faire avec leurs mains, elles savent passer du temps au jardin ou réparer tout ça. Voilà, mes filles, elles savent réparer des choses. Les jeunes que j'ai des fois dans l'équipe là d'association, ils ont 20 ou 30 ans, ils savent pas servir d'un tournevis ou d'une visseuse. Voilà, alors oui, avec ChatGPT, ils sont super forts, mais on s'en fout. Lui, il réfléchit à notre place, donc il nous handicape quelque part. Alors que là, le but, c'est de se reconnecter au manuel. Le manuel, il fait vachement de bien aussi. Et le manuel, il fait réfléchir, hein, parce que pour faire avancer. Donc c'est toute cette reconnexion au réel qui fabrique du bonheur. Et si ça fabrique du bonheur, en fait, tu dis, ok, mais j'ai fait une bulle d'amour, tout simplement, avec les gens, la famille proche, mais les autres aussi. Et c'est chouette aussi, quoi. Et quelque part, on peut tous le faire, hein. Et ça serait quoi pour toi la clé d'un monde plus riche? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui... Un monde plus riche, c'est un monde qui arrête de consommer de la richesse, quoi, déjà. Faut arrêter, quoi, avec ça. Quand on parle avec des écologues, des chercheurs là-dedans, ils nous disent peut-être que l'équilibre, le point d'équilibre, ça serait les années 30 ou 40, où on n'était pas dans ces excès de consommation de tout. Donc ça peut être intéressant. Mais dans les années 30 ou 40, il y avait quand même beaucoup de gens qui souffraient voilà, notamment dans le travail agricole, c'était dur. Donc, c'est comment, moi j'aime bien dire slasher 2.0 ou paysan 2.0. Donc, essayons de prendre ce que la modernité, ce que le progrès nous a donné, mais pas dans ses excès, mais juste dans ce qui est vraiment intéressant, dans son nectar, quelque part, mais en recomposant avec le monde du passé. Voilà. Donc la richesse, c'est ne pas dépendre de ces excès de consommation. Voilà. La richesse, c'est de comprendre que le matériel n'est pas l'objectif et qu'il n'est là que pour nous servir. Voilà. L'immatériel, c'est la richesse. Voilà. Et ça, on n'est pas dans un monde qui s'est construit là-dessus. Voilà. On nous dit, tu veux être heureux, consomme. Voilà. On a parlé du plaisir, tout ça. C'est pas vrai. Ça rend pas heureux la consommation.
Voilà, ça nous fait surconsommer. Ce n'est absolument pas durable, pérenne et tout ça. C'est une fuite en avant. Par contre, la richesse immatérielle, j'ai du temps pour réfléchir, pour être différent, pour être qui je suis. J'ai plus l'impression d'être moi-même, connecté à l'enfant ou connecté à l'adolescent qui avait des idées politiques plus fortes ou aujourd'hui que il y a 5 ans. Voilà, ça c'est sûr. Et bizarrement, je reviens à mes premiers amours. Après moi, j'étais très fort sur, c'était très important tout ce qui était nature, même l'agriculture, ça, la production. Et là, je refais de ça aussi. Donc c'est la richesse, elle est là aussi. C'est quoi qui t'a donné envie de changer? C'est d'aller vivre cette expérience en voyage où on est sorti de chez nous et du coup on est allé rencontrer des fermes et voilà. La petite anecdote, première ferme, presque première demi-journée de travail. Donc woofing, 7 jours, on doit 5 demi-journées. On est dans une ferme, on est dans le centre du Vietnam, là, à Hoi An, c'est une ville touristique. Dans la ferme dans laquelle on est, qui font beaucoup de production plantes médicinales, végétales, là, ce qu'on appelle les PAM, la plante aromatique médicinale aujourd'hui, avec des saveurs et des goûts incroyables, cuisine au feu de bois, donc c'était juste génial. Et voilà, on travaillait dans une équipe, on est une 10-15. Notre boulot, notre équipe, c'était de récolter des savons dans les hôtels, parce que les gens venaient, mais ils restaient 1 ou 2 nuits, donc il y avait une surconsommation de savon, et qui jetaient. Donc on récoltait ces savons-là, on les nettoyait, on les découpait, on les recompactait, et après, il fallait les emballer dans des journaux un peu rigolos avec des photos de plage ou autres, parce qu'ils étaient revendus au marché ou redonnés à des gens qui n'avaient pas, des populations, des ethnies qui n'avaient pas de savon. Donc en fait, on se retrouve avec Corinne et nos 2 filles, et moi, plus 2 ou 3 autres personnes, à bosser à coup de 3-4 heures. Les mêmes prises, pas de téléphone, mais par contre, le cerveau dispo. Et qu'est-ce qu'on fait? On discute. Et là, en fait, on s'est aperçu que, ne serait-ce que nous 4, on était en train de se pouvoir avoir du temps long, pas 5 minutes, du temps long pour dire qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on pense. Et ça, en fait, pour moi, c'est le syndrome des petits pois. C'est-à-dire, quand j'étais avec ma grand-mère, je me revois très bien, ou même mon grand-père, écosser les petits pois. Ça durait 1 demi-heure, peut-être un peu plus, des fois. Et en fait, elle m'a raconté toute mon histoire familiale. Toutes les histoires de je sais pas qui, de mon oncle, qui est autre. Et donc, le temps d'humain, le temps d'amour, le temps de famille, ça se passait dans la cuisine. Mais aujourd'hui, on ne passe plus de temps dans nos cuisines, on ne passe plus de temps à travailler ensemble, on fait plus rien. Quand on travaille ensemble, en fait, on a les mains qui sont occupées, on a 10% de cerveau qui est occupé, et le reste est libre. Et là, on peut parler. Et ce temps d'échange, il est essentiel. Voilà. Et donc aujourd'hui, on passe du temps ensemble, avec plein d'autres personnes, et ça, c'est génial. La richesse, elle est là. Hier, on en parlait par rapport aux filles. En fait, moi, l'ancrage, c'est on leur fait goûter à cette vie-là. À cette vie de, voilà, on va faire des choses ensemble, on va travailler, on va parler, on va essayer de comprendre. Bon, elles vont voir nos défaites quand on se fait éclater par les limaces, mais elles vont voir nos victoires là où des fois on surproduit et du coup il y a plein de gens à qui on donne tout ça. Bon, cet ancrage-là, pour moi, il est essentiel parce que j'ai l'impression, c'est qu'une impression, que si demain ça se complique, il faut qu'on leur donne des ancrages, des façons de penser ou d'être agile dans le monde de demain. Pour moi, le monde de demain, il va falloir qu'on se reconnecte parce qu'on aura beaucoup moins d'énergie, hashtag Jancovici, quoi, sur un monde qui va être en capacité d'avoir moins d'énergie et de plus produire lui. Donc, ça veut dire que nos filles, il faut qu'elles sachent faire du potager. Et du potager sans énergie, sans entrants, sans chimie, tout ça, c'est du sol vivant. Voilà. Donc, en fait, le temps qu'elles passent avec nous, ça peut être une contrainte, bien que non. Mais en tout cas, c'est sûr que quand elles referont du jardin dans 10, 20 ou 30 ans, elles se rappelleront de ces moments-là qu'on a passés ensemble, comme moi, je me rappelle des moments que j'ai passés avec mes grands-parents. Surtout avec mes grands-parents, plus avec mes parents qui avaient commencé à décrocher du ce monde réel, qui sont quelque part hors sol. Hein. L'énergie nous a mis hors sol. Donc cet ancrage-là, il est essentiel. Moi, je peux pas passer une journée dans le jardin sans penser à mes grands-parents parce que
parce que c'était des gens merveilleux, et qu'ils nous ont appris des trucs, et que on le fait à la fois en se rappelant de nos souvenirs, à la fois en mémoire de... C'est chouette de... Voilà, bon, ça, là, il y a de l'émotion très forte. Ce que je fais, si je sais que mamie, elle est contente, cette image-là, voilà, c'est une personne magnifique, là, et donc si je le fais aussi, avec toujours ce regard un peu moral, ou ce regard... voilà, est-ce que ce que je fais, c'est quelque chose de bien par rapport à ce qu'ils m'ont appris. Voilà. Donc l'ancrage, c'est une continuité, on leur donne. Voilà. Ben, c'est surtout... En fait, c'est pas dans la cuisine, évidemment, j'en ai parlé, voilà, il y a cette cuisine et puis les cuisines. Il y avait la cuisine des grands-parents, puis après on avait la cuisine de la ferme des arrière-grands-parents, très sombre, avec la vie. Voilà, mais là, il se passait tout. Il y avait la vie, quoi. Voilà, où on faisait cuire c'était des beignets, voilà, bref. Non, mais après, enfant, moi, c'est cette connexion à la nature. Je sais que j'étais heureux quand j'étais au bord d'un ruisseau en train de regarder toute la vie qui était en train voilà, d'être capable de lire un petit peu. Je suis pas capable de donner les noms, mais par contre, de voir le détail de tout ce qui est vivant, de la truite à toutes les petites vies autour, ça me ravissait, ça. Et donc ça, il faut pas le perdre. C'est-à-dire que, bon, ok, super, il faut faire, je sais pas quoi, une carrière, tout ça et compagnie. Mais ce qui est hyper fort pour nous, enfants ou même ados, dès qu'on se reconnecte à ça, on a raison et on est heureux. Donc moi, tant que le gamin et l'ado que j'étais, avec ses envies, ses convictions, il existe aujourd'hui, et plus je fais des choses, plus je le fais vivre, mieux c'est, quoi. Voilà. Quand on m'a proposé des postes pour aller à Paris ou autre, mais il va être malheureux, celui qui est à l'intérieur de moi. Donc je m'en fous de ça. Donc je préfère, voilà. Et puis après, on s'est donné aussi enfin, en tout cas moi perso, je me donne un espace-temps. On a des gamins, 0-15, on le passe avec elles. Après, quand elles seront parties du nid, on verra, on réaccélérera un petit peu, quoi. Mais là, on a un temps où il faut fabriquer enfin, faut pas passer à côté. À quoi ça sert, quoi. Apprendre à s'écouter. Voilà. C'est s'écouter. Oui, voilà, s'écouter. Et puis, pourquoi partir vers cette folie là voilà, du brise, quoi, de pouvoir, d'argent, de je sais pas quoi. Là, enfin, je pense qu'aller chercher plus petit, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai toujours aimé voilà, des fois naviguer dans des sphères un peu élevées, mais c'est trop bon de passer en catégorie en dessous, tu vois, et changer de division. Et aujourd'hui, là, en fait, finalement, je passe en division en dessous. Peut-être qu'on arrive en disant, on va y arriver, ça sera facile. En fait, non, non, c'est pris des grosses roustes, donc on a énormément de respect pour les gens qui en vivent. Et en même temps, on a retrouvé un bonheur qui nous reconnecte à nous, et ça, c'est quand même essentiel. C'est quoi. Donc, faut être capable de transformer le bien en mal, de transformer tout Le ce mal en bien, dark, tu veux dire. le bien en mal, le mal en bien, quoi. Mais c'est comme ce que tu fais avec la terre. Enfin, Ouais, le bois mort devient vivant. Au ouais, final, c'est ça, c'est remettre pareil. du cycle, mais Mm. on peut pas continuer à broyer du noir. Mm. Voilà, j'ai des gens très proches, voilà, qui quand même broient beaucoup de noir, Mm. ça marche pas. Mm. Voilà, et moi, je peux pas m'engueuler avec eux, mais leur dire, je suis pas d'accord. Je Mm. suis pas d'accord, je suis d'accord pour qu'on constate, hein, mais je suis pas d'accord pour qu'on fasse rien. Mm. Et en tout cas, le faire, ce n'est certainement pas continuer à alimenter cette machine de tout va mal, on est tous des cons, les humains sont tous pourris et tout ça. Mm. Oui, oui, ça c'est sûr qu'on n'est pas l'espèce la plus géniale, mais il n'empêche qu'on doit fabriquer du vivant. Voilà, on doit fabriquer du bonheur. Et c'est ça le vrai job. Voilà. Donc si le matin tu te lèves en te disant, ben, mon job c'est comment je transforme toute cette connerie là en bonheur, ben, je fais ma part. Voilà. Et je fais ma part, et en plus ça va me rendre heureux. Et voilà, donc moi j'aime bien dire, dans toute cette espèce de gros bordel là, assez infâme, remettons des cœurs. Voilà. Mm. Et tous ces petits cœurs qui y vivent, ben déjà ça c'est gagné. Voilà. Et si les cœurs c'est des fermes, et si les cœurs c'est des villages, si les cœurs c'est des groupes de gens, on y va, on fait ça. Et ces cœurs-là, ben,
ben, si on donne envie, on va pouvoir se démultiplier. Voilà. Si vous passez là, ça vous plaît. Si ceux qui viennent, et voilà, quand nous on va voir d'autres fermes, ça nous a énormément inspiré. Ben, c'est ça en fait. Échangeons ce qui fonctionne et ça peut très très bien fonctionner. Et à l'échelle d'une vie, ben, on verra bien. Faut pas être Ouais. présomptueux en disant ah, bah, on va tous mourir, tout ça. Mais non, mais c'est bon, t'es qui toi pour dire ça quoi? On n'en sait rien. Quoi. Donc, commençons par fabrique. Ok, le constat a pas l'air génial, mais tous les jours on peut fabriquer autre chose. Quoi. Et c'est Mm. comme ça qu'on infléchit la trajectoire aussi. Donc c'est aussi revenir dans le corps, dans le faire, dans Hmm. l'action, quoi. Et lâcher le cerveau. Ben, voilà, mais il faut pas, je sais pas si ça se dit, là, mais procrastiner dans le négatif, quoi. C'est Ouais. trop facile d'être dans la plainte. Quand il y a des gens qui ont des accidents, c'est le principe de la résilience. Ben, s'ils sourient et qu'ils sont heureux, c'est super. En voyage, on avait énormément de gamins pauvres, que des gens pauvres. On était au Laos dans un orphelinat en plein Covid. Donc, l'orphelinat, c'est qui? C'est des Hmong, donc c'est des tribus de la montagne en Asie du Sud-Est, mais en gros entre le Vietnam et le Laos, entre autres. Et les femmes qui avaient des enfants sans être mariées, du coup, elles étaient exclues de la communauté. Donc l'orphelinat les recueillait. Ces femmes avaient donc un enfant. On est en plein Covid, donc les enfants, les jeunes, ils sont tous malades, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et les gamins, ils ont le sourire jusque-là. Et leur mère aussi. Et on est resté plus de 15 jours avec eux. Et il y avait du bonheur dans tous ces gamins. Ils avaient rien. Ils avaient un slip. C'est tout. Ils étaient heureux. Ils couraient après des poules. Et les nôtres, elles faisaient pareil. Et donc, quand tu les vois heureux, et nous, on a tout et on est super dépressifs. Voilà, on bouffe des anxiolytiques, on détruit la planète, nous, occidentaux, quoi. Et tu es là, mais oh, il n'y a pas un problème dans le sujet. Voilà. Tous les riches sont malheureux. Hein. Voilà, il y a des interviews de gens comme Gal Giraud qui expliquent que les gens de la City ont prévu que le monde s'effondre parce qu'ils ont énormément d'informations là-dessus. Donc ils ont prévu de se regrouper en groupe, notamment en Europe du Nord, là, en Suède ou autre. Mais ils ont un problème dans leur équation, c'est que ces gens-là, ils vont se retrouver peut-être à 1000 ou 2000 ou 3000, hyper barricadés, hyper protégés du monde extérieur, autonomes, mais en fait, ils vont être consanguins au niveau des idées, consanguins au niveau du malheur. Et donc, il va falloir des armées de psy pour leur redonner du goût de vivre. Et ça, ils savent pas comment résoudre cette équation-là. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est pas le matériel qui te rend heureux. Voilà. Le Bhoutan est un des pays pauvres, enfin, ça va un peu mieux, mais ça reste des paysans, où il y a le bonheur intérieur brut qui est le plus élevé. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Mm. Alors, regardez là, Human, t'en parlais tout à l'heure, Mm. et se trouve que celle qui a fait Human, c'est une copine. Voilà, Aurélie Miquel, et qui était le bras droit de Yann Bertrand là-dessus. Et bon, ben, ils sont allés filmer quoi? Des gens qui sont aussi heureux, quoi, et qui sont souvent très pauvres. Voilà. Allons chercher ça, quoi. Si on pouvait sourire un petit peu plus, ça serait pas mal, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on a une Ah, pardon, j'ai fait une dernière tirade, petite là. question. Non, mais c'était super intéressant. Une dernière question. Je suis C'est en un peu. colère, moi, contre les gens qui sont pas heureux. Ça Mm. m'énerve, les gens qui râlent, en fait. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Je peux me mettre très fort en colère, y compris même à la maison, quand j'entends trop ronchonner, râler, ça me gonfle. Ça, ma grand-mère, elle fracassait ces gens-là aussi, quoi. Et ça suffit, quoi. Du coup, la dernière question qu'on voulait te poser, c'est quoi pour toi la nouvelle richesse? Ben, la nouvelle richesse, c'est tout simplement d'être voilà, avec de l'amour et sa famille. Ça se résume tout simplement à ça. Cherchons pas plus loin, quoi. En fait, voilà, la base, le centre du cercle concentrique, c'est ça. C'est aussi simple que ça, c'est tout simplement l'amour. Voilà. Ouais, cherchons pas plus loin, quoi. Et dans l'amour, après, ben, tu le déclines, tu le fabriques dans toutes les couleurs que tu peux. Voilà, donc évidemment, c'est les enfants, parce que
Parce qu'autant avec les adultes, des fois, c'est compliqué. L'amour entre adultes. Avec les enfants, il y a une espèce de pureté qui est complètement géniale. C'est-à-dire que tu vas aimer tes enfants avec une pureté ils auront la même que toi, en fait, en retour. Donc, mais il faut en profiter de ça. Faut pas passer à côté. Faut pas pourrir. Voilà, oui, bien sûr, gna gna gna, la carrière, mais ne passons pas à côté de ça. Voilà. Et ça dure pas longtemps. Voilà. Parce qu'après, ça sera le chien ou le labrador, quoi, à la place des enfants. Donc, oui, c'est chouette, mais vraiment, passons pas à côté de ça. Et cet amour-là, plus on va en donner, plus ça va les remplir de confiance, plus ils feront de belles choses, moins ça sera des adultes qui seront en recherche de je sais pas quel traumatisme à résoudre. Dans l'amour, on résout la maladie, on résout les problèmes. Voilà. Moi, je sais que j'étais dyslexique, donc c'était très compliqué l'école, hein. Mais parce que j'avais l'amour de mes parents, de mes grands-parents, ben, j'ai pu fabriquer, me reconstruire sur ça. Voilà. C'est génial quand ben, vous venez, quand il y a je sais pas quoi, moi, des biologistes, des docteurs, des professeurs un peu connus, des gens connus qu'on a filmés. Ça, c'est incroyable, elles n'en reviennent pas, les filles. Elles nous le disent. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pas pour être reconnu ou pour être connu. On s'en contrefou. Nous, on le fait parce que il faut que tout ça, on ait de l'amour autant pour le vivant qu'on essaie de fabriquer que pour les gens qu'on aime et bien sûr la famille, les gamines. Donc voilà, ce filtre-là, il faut le conjuguer, quoi. Voilà. Et c'est pas l'amour de je sais pas quelle série ou. Et il y a une différence entre amour et coup de foudre, qui est la même qu'entre plaisir et bonheur. Le coup de foudre, en biologie, c'est fait pour se reproduire. Voilà, hop, il y a deux êtres qui chimiquement se parlent. C'est les odeurs souvent qui vont faire ça. Et bien sûr, il y a le côté. Et quand ils vont se connecter, ça sera pour fabriquer de la vie. Donc en fait, ils vont se reproduire et dans quelques mois, le cerveau ne gommera plus les défauts de l'autre. Donc là, ils vont se découpler. On s'en fout. La vie, elle s'en fout. Le bébé, il sera parti. Et donc, du coup, la vie continue. Et puis, sur la masse, advienne que pourra. Voilà, c'est la sélection de masse, la sélection massale. En écologie, c'est ça. Bon. Mais l'amour, c'est pas ça. C'est pas le bim, le coup de foudre éphémère. L'amour, ça se construit tout doucement. C'est la phrase de Brassens qui dit on se mariera à la fin de notre vie. Voilà. Moi, j'aime bien ce côté, mettons, du temps long. Voilà, moi, Corinne, elle m'aide beaucoup là-dessus. Parce qu'à la base, je suis un peu un consommateur. J'aime bien voilà, travailler, gagner un peu d'argent, consommer, me faire plaisir. Mais quand tu consommes du matériel, tu peux consommer de la relation. C'est pareil, on devient des consommateurs de trucs. Bon, ben là, moi, des fois, il y a rappel à l'ordre. Et voilà, je suis très fier de dire que ça fait 15 ans qu'on vit ensemble et que ben, il n'y a jamais eu de trucs à gauche, à droite, qu'on a fabriqué, malgré les épreuves, ben, quelque chose sur la durée et que ça se bonifie. C'est-à-dire que l'amour, je parle pour moi du coup, là, que l'amour que j'ai, moi, pour ma famille et notamment pour Corinne, est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était au début. Et donc ça, c'est chouette. Ça grimpe. C'est ça le bonheur. Ça monte. Et pour les enfants, c'est pareil. Chaque jour, tu t'aperçois que wow, ils sont à côté. Quelle chance. Ce matin encore, j'amène la grande là au collège. Et puis hier, je l'ai à côté. Mais quelle chance d'avoir quelqu'un avec qui on partage ce qui est le plus important sur ce passage qu'est la vie, quoi. Voilà. Trop beau. Un peu long. Bah merci. Bah il y a les chauves-souris qui sont sorties là. Ah c'est vrai, vous l'avez vu passer? Ouais. Parfait. Bah c'est cool. C'est Halloween. Au moins c'est authentique quoi.